Bonjour et bienvenue dans les 4V, Éric Dupond-Moretti. Monsieur Thomas Soto. On va commencer avec un sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui n'est pas tant que ça. Ça concerne des conflits de voisinage dans les campagnes, avec un phénomène qui explose. Ce sont les plaintes des néo-ruraux contre les agriculteurs. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée en début de semaine pour limiter ces recours. Pourquoi ce sujet vous tient tellement à cœur ? D'abord parce que la responsabilité civile, c'est dans le périmètre du ministère de la Justice. Je m'étais rendu au Salon de l'Agriculture et j'avais évoqué cette promesse qui est devenue une réalité. Quand vous allez vous installer à la campagne, vous acceptez ce qu'est la campagne. Et vous ne faites pas des procès, vous ne pourrez plus faire de procès à ceux qui nous nourrissent, qui se lèvent tôt, qui travaillent dur. Alors on a des exemples qui sont ubuesques. Il y avait le coq de l'île d'Oléron, Maurice. Maurice, qui est devenu le nom d'une affaire, évidemment. Ouais. Mais on a aussi des procès qui sont intentés parce que le bruit des moissonneuses-batteuses incommode les néo-ruraux. Alors je ne sais pas comment on peut manger de pain si on ne moissonne pas le blé. Donc les agriculteurs les paysans étaient en attente de cela, et cette promesse est devenue une réalité. Et ces affaires-là, elles sont anecdotiques ou vraiment ça encombre les tribunaux ? Ah non, en plus ça embolise les tribunaux, oui. Il y a combien des affaires comme ça ? C'est des milliers de dossiers, oui. Des milliers de dossiers ? Oui, bien sûr. Bon, donc maintenant, en gros, quand on s'installe là-bas, si ça sent le fumier ou le lisier ou que les coqs chantent, il n'y aura rien à dire. Ah ben si vous êtes arrivé après. Mais ça vaut aussi pour le tissu urbain. Parce que si vous achetez un appartement au-dessus d'une pizzeria, n'allez pas nous faire un procès parce que l'odeur de la tomate vous incommode. Voilà qui est clair. Monsieur le garde des Sceaux, un sujet plus grave, c'est la menace terroriste qui ne nous lâche pas. Alors oui, beaucoup de choses ont été faites pour essayer de lutter contre le terrorisme par tous les gouvernements, particulièrement depuis les attentats de 2015. Mais face à ce djihadisme du quotidien, Éric Dupond-Moretti, est-ce que nous sommes condamnés à l'impuissance ? Est-ce que nous sommes condamnés à nous résoudre à une forme de fatalisme ? Non, certainement pas. Certainement pas. D'abord, le terrorisme touche tous les pays. J'étais lundi à Bruxelles avec mes homologues européens et tous nos pays ont eu à déplorer des attaques terroristes. Deuxièmement, tous les pouvoirs ont connu le terrorisme. Et notre devoir, c'est d'améliorer les choses en permanence. Et vous avez dit, je vous en remercie, que beaucoup de choses ont été faites. Est-ce que vous m'autorisez rapidement un rappel, mais c'est un rappel sommaire. Sans faire un catalogue, mais oui, allez-y. Non, mais d'abord la création du parquet national antiterroriste, depuis l'élection du président de la République. Renforcement considérable des renseignements en termes humains, en termes de moyens. Le renseignement pénitentiaire également a été mis en place. Nous avons mis en place des quartiers d'évaluation de la radicalité, des quartiers de prise en charge de la radicalité. Nous pouvons aujourd'hui suivre ceux qui ont été condamnés, suivi judiciaire. Ça n'existait pas, nous l'avons mis en place. Donc à chaque fois, ces drames, parce que ce sont des drames absolus, nous oblige à penser, à repenser les choses. L'injonction thérapeutique, comment peut-on l'exiger ? Ça fait partie des choses qui sont dans notre réflexion. Justement, Éric Dupond-Moretti, s'agissant de l'attaque de samedi dernier à Paris, qui a été perpétrée par un individu radicalisé, depuis longtemps, déjà condamné à de la prison ferme pour terrorisme. Il a purgé sa peine de prison. Il est resté le même, donc la prison n'a pas joué son rôle. Finalement, la peine n'a pas joué son rôle. Est-ce qu'il n'est pas là l'échec de la justice ? Non, mais ça, c'est pas l'échec de la justice. Pardon. C'est l'échec de qui, alors ? Le premier responsable, et peut-être le seul responsable de cet acte terroriste odieux, c'est son auteur. N'inversons pas les choses. Mais la responsabilité de la société, c'est de l'empêcher de passer à l'acte. J'entends bien. Mais le risque zéro, voyez-vous, monsieur Thomas Soto, je le dis, n'existe pas. Et exiger cela, ça n'est pas possible. Ce que l'on doit exiger des dirigeants, de nous, c'est que nous soyons proactifs. Sur cette affaire, on a d'abord quelqu'un qui a été interpellé. Et moi, je veux rendre hommage aux policiers qui font un boulot merveilleux. Et, pardon de rappeler ici, mais il a été interpellé après avoir tué un touriste. Non, mais avant. Oui. Vous évoquez son parcours carcéral. Ouais. D'abord, je voudrais vous dire que plus de 43 attentats ont été déjoués. Parfois au péril même de la vie de ceux qui interviennent. Et il ne faut pas l'oublier. Et on ne s'arrête jamais sur ces attentats déjoués. Il a été interpellé parce qu'il envisageait un passage à l'acte. Condamné. Il a été suivi. Il y aurait, dit-on, un problème psychiatrique. Injonction thérapeutique ordonnée par la justice, dont il s'est, semble-t-il, libéré, ce qui a d'abord alerté sa mère. Donc nous, quand on regarde ça, il faut d'abord que l'on débriefe très sérieusement pour savoir ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a fait cette analyse, la difficulté ici, c'est l'injonction thérapeutique.
comment, M. Tomassotto, on peut contraindre quelqu'un à prendre ces médicaments. C'est ce à quoi nous réfléchissons. Il y a une autre façon de voir les choses. En 2019, déjà, Hugo Micheron, qui est un spécialiste reconnu des questions de djihadisme, écrivait ceci. Les maisons d'arrêt sont devenues le premier réservoir humain du djihadisme européen, avec plus de 500 détenus concernés. Est-ce qu'on ne continue pas dans nos prisons, qui sont surchargées comme jamais, à fabriquer nos propres djihadistes? Alors à cela, je réponds que nous avons créé des quartiers d'évaluation de la radicalité. Nous en avons ouvert davantage. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça fonctionne? Bien sûr que ça fonctionne, mais en l'occurrence, nous sommes là sur cette question du risque zéro. On ne peut pas... C'est la question de l'impuissance, on revient à la question de départ. Non. La fatalité, Monsieur, l'impuissance. Vous ne pouvez pas résumer cela ainsi. Ce n'est pas une question d'impuissance. Bien sûr que c'est un échec. Bien sûr qu'on ne peut pas venir fanfaronner sur votre plateau en disant tout est réglé. Mais le djihadisme, il arrive aussi parfois de nulle part. Parfois, il est, comment dirais-je, pris en charge dans les établissements pénitentiaires en particulier. Parfois, vous avez quelqu'un qui arrive de nulle part, qui n'est pas suivi, qui n'est pas dans les radars et qui commet un attentat terroriste. Et je le dis, ça concerne l'ensemble de nos pays occidentaux. Et puis il y a aussi, Éric Dupond-Moretti, les détenus radicalisés condamnés pour terrorisme qui ont purgé leur peine. Ils seront 86, je crois, je parle sous votre contrôle, à être sortis de prison à la fin de l'année. Combien l'année prochaine vont sortir? Ils ont été condamnés pour terrorisme, ils vont sortir. Alors, 36 vont sortir. Ils seront tous, M. Tomassotto, tous suivis et doublement suivis, à la fois par les services de renseignement, dans le cadre de ce que l'on appelle les MICAS. Ce sont des mesures administratives qui permettent aux renseignements de les suivre et de les suivre de près, et en même temps... Donc on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas flipper de les voir sortir, Et en même temps par l'autorité judiciaire. Ça, ce sont des améliorations qui ont été portées en 2020, puis en 2021. Et je veux dire d'ailleurs qu'un certain nombre de ceux qui pratiquent le yaka, faucon, faudrait, il aurait fallu... Ceux-là n'étaient pas au rendez-vous de ces textes-là et ne les ont pas votés. Vous visez le Rassemblement national comme vous l'avez déjà fait sur ce sujet-là. Je vise tous ceux qui ont les solutions clés en main, qui ne sont pas dans une opposition constructive, mais qui pensent pouvoir se servir de ces événements dramatiques à des fins purement électoralistes. Juste, pardon, je reviens sur les détenus radicalisés qui vont sortir, condamnés, qui ont purgé leur peine. Est-ce que ça ne vous fait pas flipper? Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Est-ce qu'il ne faut pas durcir, je ne sais pas, la rétention de sûreté, par exemple? Mais la rétention de sûreté dont on vient de parler comme étant une espèce d'innovation, M. Bardella s'est exprimé sur cette question, existe déjà, M. Tomassotto. Mais est-ce qu'il ne faut pas la renforcer? Est-ce qu'il faut pas... Écoutez, aucune réflexion n'est interdite. Mais la réflexion... Pardon de le dire ainsi, j'essaie d'être un homme de nuance. Elle ne peut pas se faire sous l'empire de l'émotion. Et je veux vous dire une dernière chose qui n'a pas pu vous échapper. Parce que vous êtes un journaliste libre dans une grande démocratie. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le yaka, faut qu'on faudrait, ça colle pas avec la démocratie. On a essayé un certain nombre de mesures. On a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il faut le prendre en compte. Et c'est normal que le Conseil constitutionnel joue son rôle. Immédiatement après, on est revenu pour proposer d'autres choses. C'est aussi des questions d'équilibre. Pardon de vous dire que ce serait beaucoup plus facile dans une dictature. La mère du terroriste a demandé pardon à la France, alors qu'elle a été entendue par les policiers, à une époque où l'on met souvent en cause les parents, on met en cause l'éducation. Comment vous recevez cette demande de pardon? Est-ce qu'elle vous touche? Mais forcément, elle me touche parce qu'elle est humaine. Et que je pense qu'il y a aussi de la douleur chez cette mère. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est elle qui a alerté sur le fait que son fils aurait arrêté de prendre les médicaments qui lui avaient été prescrits. Sans être entendu. Non, mais sans être entendu, ça n'est pas tout à fait exact. Le problème, c'est que l'autorité administrative, à ce stade, ne peut pas contraindre quelqu'un à prendre les médicaments. Et ce sur quoi, d'ailleurs, nous allons, avec Gérald Darmanin, travailler, c'est la façon de mettre en place. Vous savez, monsieur, chaque fait nous oblige, bien sûr, d'abord à de la compassion, à de l'émotion. Puis ensuite, à une réflexion. Et moi, ce qui m'importe, c'est d'améliorer les choses. Mais, on ne peut pas être comme le vautour qui plane, qui plonge sur le malheur pour dire, il y avait qu'à, il aurait fallu.
Hier, à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a accusé le gouvernement de ne pas regarder en face l'islamisme, mais de le minorer. Elle pointe la responsabilité de l'immigration dans le terrorisme. Il y a un projet de loi qui arrive à l'Assemblée la semaine prochaine sur l'immigration. Quelle est la part de l'immigration, sa responsabilité dans le terrorisme en France ? Écoutez, monsieur, je veux d'abord vous dire quelque chose. Récemment, il y a quelques semaines de cela, le Rassemblement national avait une niche parlementaire. Vous voyez, c'est le moment où les groupes font un certain nombre de propositions. Les propositions qui sont faites aujourd'hui par le Rassemblement national, n'ont pas été proposées à l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est une forme de cynisme. Vous dénoncez quoi, un double langage ? Non, mais à chaque fait, qu'il s'agisse de la petite Lola, qu'il s'agisse de l'affaire de Crépol, qu'il s'agisse de... Tout le monde a raconté n'importe quoi, hein, les réactions des politiques instantanées de tous bords. Hein. Pardon de vous dire en tout cas, c'est précipité. Pardon de vous dire que j'avais dit, à la place qui est la mienne, attendez, laissez faire la justice, le temps médiatique, le temps politique et le temps politicien n'est pas le temps de la justice. Certains de vos collègues du gouvernement ne vous ont pas entendu visiblement. Ils ne sont pas les seuls, mais ils vous ont pas entendu. Je reviens à ma question. Non, mais pardon, ça n'est pas le gouvernement qui est allé sur ces questions dans la surenchère, monsieur Thomas Soto. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que ça n'est pas juste. Quelle est la part de l'immigration, sa responsabilité dans le terrorisme aujourd'hui en France ? Mais beaucoup d'actes terroristes qui sont commis le sont par des Français. Le texte qui est proposé par Gérald Darmanin est un texte d'équilibre. C'est tout à fait vrai. Il permet davantage de sévérité à l'encontre de ceux qui sont indésirables sur notre sol et qu'il faut pouvoir expulser. Et il permet aussi de dire à ceux dont notre économie a besoin depuis des décennies, qui se sont intégrés, qui parlent notre langue, eh bien, qu'ils sont les bienvenus parce que, tout simplement, on a besoin d'eux. Éric Dupond-Moretti, il nous reste 2 minutes, on va parler de vous, vous n'allez pas aimer. Vous avez été jugé et relaxé dans le procès qui vous a concerné et dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Je voudrais revoir une image avec vous. Ça, c'est vous, au moment de la sortie du tribunal. Vous venez d'apprendre que vous êtes relaxé, que vous êtes innocenté par le tribunal. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Je dis qu'on m'a couvert de boue pendant 3 ans et demi. Regardez quoi là-haut ? Que ma famille et moi, on a souffert de cela. Je me dis que je vais enfin pouvoir tourner la page. Je me dis que je me suis laissé couvrir de boue, monsieur Thomas Soto, pour ne pas que mon ministère et ma fonction soient entachés par cette affaire. Je rappelle que j'hérite de 2 procédures. Je ne les ai pas demandées. Il faut que je les traite. Je suis les recommandations de mon administration. Je suis aujourd'hui innocent. Il n'y aura pas de pourvoi en cassation. L'affaire est pliée, c'est terminé, vous êtes innocent. Vous étiez jugé devant la Cour de justice de la République et le procureur général près la Cour de cassation, Rémy Hetz, aurait pu se pourvoir. Il y a renoncé pour aller, dit-il, vers l'apaisement. On ne refait pas le match, votre relax est définitif, point barre. En revanche, et c'est peut-être davantage à l'ancien avocat que je parle qu'au garde des Sceaux aujourd'hui, est-ce que la justice est vraiment là pour apaiser ? Est-ce que si vous étiez avocat, ça ne vous aurait pas rendu fou d'entendre un procureur qui dit « on s'arrête là pour apaiser » ? Non mais, pardonnez-moi, j'ai dit aussi que je voulais tourner la page. Je ne vais pas vivre le reste de mon action ministérielle avec... Non mais là, c'est au ministre que je parle. C'est au ministre que je parle. Je vous réponds. Moi, je n'ai jamais voulu faire la guerre à qui que ce soit, monsieur. Voilà. J'ai une action ministérielle à conduire. Je suis innocent. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Il faudra l'entendre. On a peu respecté ma présomption d'innocence. Je veux que l'on respecte maintenant l'autorité de la chose jugée. Mais la justice est-elle là pour apaiser ? Pardon, est-ce que ce terme d'apaisement, il vous gêne ou pas ? Ah non, il ne me gêne absolument pas, non. Non. Mais la justice a dit aussi que je n'avais voulu me venger de personne. Faudra-t-il supprimer, réfléchir à la suppression de la Cour de justice de la République ? Quand elle condamne, elle dit, elle règle ses comptes, et quand elle est innocente, on dit, c'est un truc entre copains. D'abord, je n'ai pas choisi ma juridiction. Mais je ne parle pas de vous, je parle au ministre de la... Je vous ai dit, vous êtes relaxé, c'est fini. Vous voulez que je sois dans la schizophrénie totale ce matin ? Non, je parle au ministre de la Justice, qui est passé à autre chose. Est-ce qu'il faudra se poser la question de la Cour de justice de la République, que François Hollande voulait supprimer, qu'Emmanuel Macron voulait supprimer au début de son premier quinquennat ? Oui, il y a des décennies que la question se pose, mais là, en ce moment, ceux qui veulent la supprimer, c'est ceux qui n'acceptent pas la décision qui a été rendue. Vous voyez ? Il faudra se poser la question ? On peut se poser la question dans une démocratie du fonctionnement de nos institutions. Merci Éric Dupond-Moretti d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous.